Batata Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous en ce samedi 5 novembre 2022. Bunagana, cette ville commerciale est toujours occupée par le M23. Ça va faire maintenant 4 mois, 3 semaines et 2 jours, soit 145 jours. Nous en sommes à la 35e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et l'Ituri. En ce jour, nous allons parler du conflit entre la RDC et le M23 et par ricochet avec le Rwanda. Avant de commencer, nous allons prendre contact avec notre panéliste, M. Jean-Cornelis Nandou, de l'agence congolaise de presse et le directeur de Onesha Africa, qui est pour le moment en République démocratique du Congo, pour prendre un peu le pouls du pays et avoir son avis sur la situation. Ensuite, nous discuterons avec notre panéliste habituel, le pasteur Bobo Koyamba, qui est à ma gauche. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, Patrick Hugo. La journée sera très compliquée aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, le pays traverse des moments difficiles. Voilà. Monsieur Nandou, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Nous allons très bien, nous sommes en direct ici à Bruxelles pour notre édition de RDC Horizon 2023. Nous voulions prendre d'emblée le pouls à Kinshasa. Quelle est la situation vis-à-vis de ce conflit avec le M23 et le Rwanda? Mais écoutez, chers amis, l'allocution du chef de l'État a quand même été bien perçue. On remarque dans les médias plusieurs émissions quand même autour de cette mobilisation-là, de la situation qui se passe. Mais il y a quand même un léger changement, mais comme vous savez, et je l'avais aussi mentionné dans un de mes éditoriaux, il faut nécessairement que le programme d'un gouvernement, il faut nécessairement que le pouvoir puisse être en phase avec les desiderata de sa population pour qu'il y ait une adhésion générale. Et donc, est-ce que ce pouvoir est en relation avec sa population? Est-ce que sa façon de diriger est bien perçue par la population? Ça va se faire remarquer aussi dans la mobilisation qui a été, l'appel à la mobilisation qui a été lancé. Donc vous sentez quand même qu'il y a une adhésion qui commence à prendre avec la population. La population se range derrière ses forces armées et derrière son gouvernement. Mais écoutez, derrière ces forces armées, ça c'est positif, ça c'est affirmatif. La population est bel et bien rangée totalement derrière son armée, mais derrière son gouvernement, ça reste à vérifier. La classe politique. D'accord. Et alors au niveau de la classe politique de manière générale, c'est une question d'ailleurs qui vient du pasteur Bobo qui est avec nous ici. Comment réagit la classe politique vis-à-vis de cette déclaration du chef de l'État et du conflit de manière générale? Du conflit de manière générale et de l'allocution, la classe politique, il faut dire aussi que la classe politique est plus union sacrée qu'opposition. Et donc, on n'a rien entendu du côté de l'opposition, mais il y a beaucoup de relais qui se sont fait remarquer du côté du pouvoir quand même. Beaucoup de relais, beaucoup de partis politiques qui soutiennent la déclaration et qui se rangent derrière les armées. Il faut aussi noter, il faut relever la conférence de presse qui a été donnée hier par, comment il s'appelle encore, le porte-parole du gouvernement. Oui, il y a une conférence de presse de le garde de Pinza là, comment il s'appelle encore, le nom m'échappe, le garde de Pinza Amba pourra sûrement compléter, qui a été dans l'union sacrée et puis qui s'est écarté, qui est totalement en désaccord avec le propos du président et qui estime que il n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire que le président devait rompre les relations diplomatiques et déclarer la guerre.
Vous pensez à Franck Diongo? À Franck Diongo, exact, oui. C'est Franck Diongo, oui. Ok. Ça va. Merci beaucoup, monsieur Lang. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Sauf si je vais vous passer le pasteur Bobo. Peut-être qu'il a une question à vous poser directement. Oui, dans nos habitudes, on demande toujours si vous avez. Qu'est-ce qui vous a touché? C'est ce que je voulais. Ah, non, par rapport à l'actualité. nous. Comme vous êtes à Kin, s'il y a des points que vous pouvez parler sans nous faire de bien même. Mais écoutez, l'actualité est assez fade ici, mais je peux relever sûrement le concert de Fali au stade de Martyrs, qui a occasionné 11 morts, dont 2 militaires. Si je relève ce fait, le concert de Fali, c'est qu'il y a un autre concert qui est prévu pour le 25 décembre. Et il faudra nécessairement que les organisateurs ne commettent pas les mêmes erreurs. Parce que, oui, allô? Continuez, on vous écoute. Oui, je disais qu'il faut savoir que Fali a quand même beaucoup de fanatiques à Kinshasa. Et le concert du 25 décembre, c'est Hérité Watanabe, qui a également un certain nombre de fanatiques. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué avec le concert de Fali, c'est que les gens qui entraient brandissaient leurs billets pour avoir accès au stade. Mais également, les policiers étaient en train d'arracher des billets pour les revendre. Si bien que à la place d'un stade qui contient 80 000 personnes, on a eu à 120 000 personnes. Et les gens, j'ai rencontré un gars qui a été au stade à cette occasion-là, qui m'a dit qu'ils étaient tellement serrés que si vous faites tomber votre stylo, vous ne pouvez pas le ramasser. Oh là là. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup. On vous remercie pour la liaison avec Kinshasa. On reviendra vers vous si c'est nécessaire. À très bientôt, monsieur Nam. Merci à vous. Merci, à bientôt, merci. Au revoir. Voilà, c'était monsieur Jean-Cornelis Nam depuis Kinshasa. Je voulais avant toute chose souligner qu'avant, beaucoup de gens, ici, RDC Horizon 2023, sous votre inspiration d'ailleurs, vous aviez dit il faut que nous gardions les yeux fixés sur Bunagana. Et les événements vous donnent raison. Voilà 145 jours que Bunagana est occupé et que tout tourne autour de Bunagana. Avant qu'on aille dans les détails, on va peut-être commencer par, effectivement, s'il y a un autre élément de l'actualité qui vous a frappé ces 2 dernières semaines. Bon, moi, c'est surtout au niveau des réseaux sociaux. Vous voyez, le régime rwandais, il y a un seul homme qui décide de tout, qui est maître du pays. L'information est tout à fait caporalisée. Par contre, au Congo, on n'est pas encore totalement démocratique, mais on fonctionne quand même comme un pays démocratique. Les gens sont libres de parler. Les opposants peuvent critiquer le chef de l'État sans qu'il soit tué. Et ça nous met dans une situation un peu de faiblesse par rapport au Rwanda. Parce que les Rwandais savent tout sur nous et nous, on ne sait pas grand-chose sur eux. C'est l'élément que j'ai remarqué. Malgré que même sur les réseaux sociaux internationaux, on n'arrive pas à glaner des informations ou à entendre des voix dissonantes. Non, le régime rwandais, bon, il y a quelques voix dissonantes des opposants Hutus. Mais c'est une minorité. Mais nous, c'est vraiment une vitrine où on voit tout. On attaque le chef de l'État, on attaque sa famille. Comme j'ai vu dernièrement, une certaine Mathilde Ouera qui a écrit en anglais que Félix Tshisekedi demande aux enfants congolais d'aller en guerre, de s'enrôler. Mais il devait d'abord demander à son fils, Anthony Tshisekedi, de s'enrôler. Parce que pendant que les enfants d'autrui vont aller en guerre, Anthony est en train de boire son champagne dans des nightclubs à Bruxelles. Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont informés sur nos réalités. C'est le seul détail que j'ai retenu au niveau de l'actualité. Merci, M. Abba. Pasteur Bobo, ces dernières semaines, qu'est-ce qui vous a interpellé avant que l'on parle de la question M23? Oui, c'est sur Kinshasa, qui l'Est et l'Ouest. À Kinshasa, c'était, comme a dit Cornelis, des confrères de
Fali Poupa qui a retenu l'attention de toute la ville, de tous les pays. Et au lendemain du concert, on voit le ministre de l'Intérieur qui passe, le vice-ministre, qui passe à la télévision pour dire qu'il est 11 morts. Vice-premier ministre. Vice-premier ministre. Et que les organisateurs au bout ils ont dit que où sont les morts? Où sont les morts? C'était un grand débat parce que dans le stade, tout le monde était unanime que dans le stade, il n'y avait pas de morts. Et les morts, c'était par rapport, on a dit qu'il y avait des morts en dehors, et d'autres ne sont pas morts. On disait que tel est mort, tel est mort. Mais ça a énervé, beaucoup de Congolais. Le même jour, c'est le même jour qu'on a pris retour. Plus de 120 000 personnes au stade pour fêter Fali Poupa directement. À l'est, c'était un point retour. J'ai vu beaucoup de gens écrire. J'ai vu aussi Noël Kani, que je salue aussi, Noël Kani qui a écrit, mais je ne comprends pas quelle est l'opportunité de ces concerts, pendant que nous, à l'est, il y a la guerre, ici, à Kinshasa, déjà, fait. Bon, je ne sais pas si au niveau du pays, on peut... Non, je vous laisse terminer. Si au niveau du pays, on peut, comme le président vient de lancer l'appel des groupes, que les gens puissent s'organiser, je crois que ça peut évoluer. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Amba? Oui, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je crois que c'est vrai, c'est indécent que pendant que Bunagana est toujours occupé, Kiwanja est occupé, Rutshuru Centre est occupé, qu'il y ait de gens qui festoient à Kinshasa. Mais ne perdons pas de vue que derrière une manifestation de ce genre, il y a toute une série de choses qui ont été faites en amont. Il y a des publicitaires qui ont donné des annonces payantes. Payantes. Les annonces étaient payantes. Oui. Et il y a toute une organisation qui est faite en amont. Je me répète pour dire que... L'autorisation d'organiser... Voilà, exactement. Autorisation administrative. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on décide d'une telle manifestation. Donc, après avoir accompli toutes ces formalités, à la limite, je dis, je comprends un tout petit peu que faire marche arrière n'était plus possible. Mais, oui, la guerre était toujours là. Oui. Oui. Aujourd'hui, ils disent que le 25, il y a un cas comme ça encore. Il y a un autre jeune qui va poster. C'est ce que M. Nandou vient de dire. C'est déjà annoncé. Oui. C'est déjà annoncé. Et si par hasard, je ne peux pas. Si par hasard, c'est un plan diabolique de l'ennemi du Congo, du Rwanda, le 25 que vous allez faire le décembre, grand concert, ça sera la fête de Noël, hein? Oui, entendons-nous bien. C'est les grands Wingés parce qu'on dit que Fali Poupa a fait un coup d'état musical. Maintenant, c'est lui le leader avec 120 000 personnes. Wingé va faire sa revanche. Leur dernier fils héritier va jouer. Donc, Wingé, je me plairais sur le point appuyer. Et si ces jours-là, je ne suis pas prophète de Mali, c'est mon pays, j'aime le Congo, si ces jours-là, vous apprenez que les 23 pas encore l'autre ville. Parce qu'eux, ils savent que les jours où les Kino dansent, c'est le vrai jour pour attaquer. Ouais. Et si on nous attaquait encore le 25 décembre? Ne perdons pas de vue que la République démocratique du Congo est très large, très, très étendue. 2 345 000 km² pour ceux qui ne le savent pas encore. Ceux qui sont à Kinshasa n'entendent pas les balles crépiter à Rutshuru ou à Bunagana. C'est un tort. C'est notre pays. Vous voyez, j'aime souvent faire le parallélisme avec l'Ukraine. Si le chef de l'État lui-même n'est pas, ce qu'il commence à faire maintenant, dans la posture où nous sommes en état de guerre ou même en état de siège au niveau national, c'est difficile pour qu'on puisse empêcher les gens de vaquer à leurs occupations lorsqu'ils ne sont pas dans les feux immédiats de... À l'époque de Mobutu, moi, la guerre du Chab, j'étais jeune garçon. Dans ma mémoire, je n'ai jamais écouté au Congo. Il y avait des grands concerts avec les Luambo, les Taboulé à Kinshasa pendant qu'il y avait la guerre au Chab. Mais c'est un autre contexte, hein. Il faut dire. À l'époque, c'était un parti unique.
il n'y avait pas ce pluralisme que nous vivons aujourd'hui. Non, je ne sais pas au concept. Mais je crois que l'impulsion... Il faut que les gouvernements puissent d'abord prendre conscience, déclarer la guerre, On va entrer dans le vif du sujet. L'impulsion... L'impulsion va venir... On risquera à qui des concurrences. Aujourd'hui, c'est famille, on prend retour. Demain, c'est héritier, on prend... Bukavu. Moi, je ne sais pas si c'est les villes, parce que... Ça risque d'arriver. Oui, Non. Après, c'est fait, on prend encore. Non. Et Alors, un jour, on prendrait plus, c'est ça. merci, Pasteur Bobo. La RDC fait face à une centaine, ou un peu plus d'une centaine de groupes armés sur son territoire, qui sont soit des groupes armés étrangers, soit des groupes armés locaux, nationaux. Du lot sort le M23, ce groupe rebelle qui a des revendications de protection d'une communauté dite rwandophone. Ils se disent congolais, ils disent que le gouvernement n'a pas exécuté les termes des accords qu'ils avaient eus avec lui pour qu'il puisse être protégé, reconnu, intégré dans l'armée. Et aujourd'hui, ils administrent, ils ont pris la place de l'État à Bunagana, nous l'avons dit, ça fait 145 jours qu'ils y sont. Ils ont pris Kiwanja, ils ont pris Rutshuru Centre, ils ont une puissance de feu comparable à un État, et les forces armées de la République démocratique du Congo ont du mal à tenir contre cette menace. Au niveau régional, la République démocratique du Congo s'est arrangée, a fait venir des forces régionales. Nous avons 4 pays de la communauté de la Eastern African Community qui participent à cette force conjointe, qui a été négociée, discutée et approuvée il y a déjà quelques mois de cela. Le Sud-Soudan, le Burundi, l'Ouganda et le Kenya comme dernier pays à prendre part à ces forces pour essayer de mettre fin à cette rébellion, mais pas seulement à cette rébellion du 23, mais pour vous détailler ou articuler exactement comment cela va se passer. Le Burundi, lui, a pour mission de s'attaquer aux rebelles qui lui sont affiliés, entre guillemets, qui sont originaires du Burundi. Les Ougandais s'attaquent aux rebelles ougandais et on essaie comme ça de s'en sortir. 2 bataillons pour chacun des pays, sauf le Sud-Soudan qui va mettre un bataillon. Un bataillon, c'est entre 600 et 2000, cela dépend un peu du pays. Maintenant, au niveau diplomatique, nous voyons que la RDC a la présidence de la SADC. De l'autre côté, le Rwanda a la présidence du Commonwealth et ils ont le secrétariat de la francophonie, l'OIF. Je ne sais pas si la RDC a encore la présidence de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Oui. Donc nous avons là 2 chefs d'État qui ont tous les deux une aura diplomatique, une fonction qui a du poids dans la région et au niveau international. Et ils ne sont pas en guerre entre eux, mais il y a ce M23 qui est au milieu. Monsieur Amba, le M23, sont-ils des Congolais ou sont-ils des Rwandais? Je précise ma question parce que le président Kagame, président du Rwanda, dit que, et beaucoup sont dans son avis, que le M23 est une affaire congolaise. Ce sont des Congolais qui se battent. Mais lorsqu'on leur demande de se retirer ou de quitter le territoire ou leur position, c'est pour aller où précisément? Le M23, ce sont des Congolais ou des étrangers? Et s'ils doivent se retirer, ils doivent se retirer pour aller où? Mais je risque de répondre à une autre question. Allons-y. Avant le mois de juillet 94, quand le Front patriotique rwandais a pris le pouvoir, le M23 était où? Est-ce que le M23 existait? Non, le M23 est né des cendres du CNDP. Or, le CNDP et le M23 sont des créations du président rwandais actuel. Mais les militaires qui sont dans ces groupes n'ont jamais appartenu aux forces armées de la République démocratique du Congo ou aux forces armées zaïroises à l'époque? Non, pas du tout, parce que d'ailleurs, il faut voir
la combativité que ces militaires faisaient preuve face à nos troupes. Parce que, faisons une sorte de, comment dire, éphéméride. Allons-y. L'AFDL a vu le jour fin octobre 96. Mais 97, Laurent Désiré Kabila est placé au pouvoir à la tête du pays. Fin juillet 98, rupture de la coopération entre Laurent Désiré Kabila et ses anciens parrains rwandais et ougandais. Quand vous dites parrain, c'est-à-dire ils l'ont financé, équipé, militarisé, donné des troupes ou pas? Oui, parce que, oui, absolument. Laurent Désiré Kabila, c'était un général sans troupes. D'ailleurs... Donc les troupes rwandaises sont entrées déjà à partir de ce moment-là. Ce sont des troupes rwandaises qui ont mené la guerre. D'ailleurs, la preuve est que chaque fois qu'on disait les Banyamulenge, des représentants, des reporters, des grands médias sont allés sur le terrain. Ils n'ont jamais rencontré de Banyamulenge. Pourquoi? Il y avait une sorte d'accord tacite avec la fameuse communauté internationale pour qu'on ne montre pas la présence de troupes rwandaises sur notre territoire. Sinon, ça allait être perçu comme une agression. Je vous laisse continuer parce que je vous ai interrompu dans vos éphémérides. Donc, après avec les la rupture, c'est la naissance du RCD Goma. D'abord RCD tout court. Une nouvelle rébellion congolaise. Et là, c'est là où les Congolais, ou les Zaïrois de l'époque, non, on était déjà Congolais, nous avons commis le péché originel en laissant les Rwandais nous utiliser une fois de plus comme caution. Parce qu'en 96, ils ont utilisé 2 Congolais comme caution. D'abord, André Kissasa Ngandou, qui était un exilé en Allemagne. Il a été assassiné en janvier 97. Et puis, maintenant, ils ont pris Laurent Désiré Kabila. Et là, avec le RCD, nous avons vu plusieurs personnalités. D'ailleurs, Moïse Niarugabo le dit. Lambert Mende, Alexis Tambwe Mwamba, Kinki Mulumba, Antipas Moussa Nyamwisi, je crois sauf erreur, José Ndundo, et tant d'autres. Comment il s'appelle ce gars de l'Équateur là, Ondekan, Jean-Pierre, etc. Ils ont été au RCD pour montrer un visage congolais. Je passe à l'accord de Lusaka de juillet 99. La guerre continuait toujours. Et puis il y a la chute de Poitou. Et Laurent Désiré Kabila annonce l'épuration de l'armée, des généraux incompétents. Et voilà que le 16 janvier 2001, il est mort. Dialogue intercongolais en 2002. Oui. Un gouvernement de transition est mis en place en 2003. Et c'est là où le problème commence. Quand le gouvernement de transition est mis en place en 2003, précisément je crois le 30 juin 2003, les Rwandais qui avaient la haute main sur le plan militaire étaient réduits à une portion congrue au niveau du partage du pouvoir. Parce qu'on avait... Partage de pouvoir en République démocratique du Congo. Dans le gouvernement de transition 1+4. Donc les Rwandais participaient au pouvoir en République tout à fait, démocratique du à Congo. travers Azarias Moubera qui était vice-président, un des vice-présidents. Et pendant que ce gouvernement de transition est né en 2003, en 2004, on apprend qu'un certain Laurent Kunda a pris Bukavu. Il dit que lui ne peut pas rejoindre ceux des membres de la FDL qui ont rejoint Kinshasa. Il préfère rester au Kivu pour défendre les membres de sa communauté, donc les Tutsis. Donc, Laurent Kunda n'a jamais fait partie des forces armées. non, il était nommé. Il était nommé par Kabila. Il était nommé par Kabila parmi les officiers qui étaient nommés, mais il a refusé de rejoindre son poste. Il était... Je vais vous interrompre juste pour vous demander alors. Donc le M23, selon
Jusque-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas, ce ne sont pas des Congolais. Non, mais il y a quelques Congolais de service, comme on dit. Il y avait un certain Bouambale Kakorere, qui était... Un certain Ngoma porte-parole. Willy Ngoma, évidemment, nul ne sait vraiment certifier s'il est... Les Sultani Makenga. Non, c'est son surnom en quelque sorte. Il s'appelle Roussesanga. Bosco Tanganda. Et il a démontré cela à l'AE. On lui a demandé dans quelle langue il voulait être interrogé. Mais il sur a quelle dit, nationalité a-t-il été jugé? Non, c'est-à-dire qu'on a donné des grades dans l'armée congolaise. Non, la nationalité. Sur quelle nationalité a-t-il été jugé? Bon, écoutez, la nationalité, ça se prouve. C'est très important de voir ce qui se passe. Ils sont devenus Zaïrois au Congolais par la force. C'est pas la force. Oui, tout à fait. Donc, durant toutes ces années, avec Joseph Kabila, tous les accords que nous avons faits, ce sont des accords que nous faisons pour en fait assimiler les Rwandais aux Congolais dans notre armée, dans le partage du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Non, il faut dire, comme les Rwandais étaient en position de force sur le plan militaire, c'est eux qui ont imposé les conditions pour la paix. Notamment, donner la défense nationale et la sécurité à un Rwandais. Qui aurait la nationalité octroyée, la nationalité congolaise. Pasteur Bobo, je viens vers vous maintenant. Monsieur Amba fait l'historique. Nous avons vu la situation. Vous êtes tout à fait d'accord avec lui que ce sont des Rwandais qui forment le M23, qui est né du CNDP, etc., etc. Maintenant, dans cette situation, que devons-nous faire? Ou que fait le gouvernement? Nous avons entendu tout récemment qu'il va y avoir des discussions de nouveau, où le M23, que officiellement la République démocratique du Congo qualifie de terroriste, va cette fois-ci participer, alors qu'ils avaient été exclus, pour parler aux discussions. Est-ce que ce n'est pas contre la doctrine généralement admise qu'on ne discute pas avec les terroristes? Ne faut-il pas requalifier le terme? Dire que le M23 n'est pas... Ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont des rebelles. Je félicite notre aîné Boudian Baouchi. D'abord, il faut diagnostiquer. Il y a une maladie, on va chez le médecin, on fait le diagnostic. C'est quoi les problèmes? Ce que M. Am a fait, comme vous venez de le souligner, avec beaucoup de brio. Depuis le discours du président Tshisekedi, j'ai suivi aussi beaucoup de médias qui ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Le discours du jeudi ou... Du jeudi, oui. Jeudi, combien? 3 novembre. Le vrai problème, c'est ailleurs. Je suis un député qui dit qu'aujourd'hui, Kagame est député d'Oman, on lui a donné des minéraux, une entreprise au Rwanda qui coûte 5 millions, qui travaille notre or. Donc, on lui donne notre or de Kivu pour le raffinage. On n'a pas d'épée parce que c'est ça, on diagnostique mal. Le Rwanda veut avoir notre terre, une partie balkanisée des Congo. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme a dit Baudouin, il négocie après les forces. Après les forces, il veut avoir la terre pour les contrer. Pour les contrer, c'est juste rompre la relation diplomatique avec le Rwanda, on rompt, et puis on ne se peut pas être fort militairement pour faire face à tous ces pays de l'Est là. Voilà que l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo a été déclaré persona non grata et retourné à Kigali, je pense. Oui. Le chargé d'affaires ou la chargée d'affaires de la République démocratique du Congo à Kigali a été rappelé à Kinshasa. Le Rwanda ne peut plus les chasser, le Rwanda disait qu'il peut rester au Rwanda. Pour éviter l'escalade. Alors, ils n'ont pas donc appliqué la réciprocité qu'on connaît en diplomatie. Le dernier niveau de sanctions ou de représailles, ce sont les ruptures des relations diplomatiques, donc la fermeture des ambassades. Vous souhaitez qu'on rompe les relations en fermant les ambassades. Donc, couper toutes les... Au débat, je sais qu'il y avait deux choses. Soit vous rompez, il faut rompre les relations diplomatiques, ou bien
déclarer la guerre. Comme aujourd'hui, je suis d'accord avec lui, on ne déclare pas la guerre comme ça. Il faut se préparer. Mais il a l'occasion. Il faut lire la majorité des Congolais préféraient qu'on puisse au moins rompre. Très bien. Avec le monde. Alors, la diplomatie n'est que le prolongement de la guerre, ou la guerre est le prolongement de la diplomatie. Nous voyons que nous avons quasiment, nous, République démocratique du Congo, épuisé toutes les voies diplomatiques, au niveau international et au niveau bilatéral avec le Rwanda, etc. S'il était question aujourd'hui de faire la guerre, j'ai les dernières informations que j'ai pu glaner ici et là, les forces armées de la République démocratique du Congo compteraient 134 000 hommes, plus ou moins. Les forces de défense rwandaises compteraient plus ou moins 40 000 hommes. Nous sommes en supériorité numérique. Voilà que le président de la République démocratique du Congo sollicite, appelle, invite les Congolaises et les Congolais à rejoindre l'armée pour défendre la patrie, etc. Monsieur Amba, nous avons 134 000 hommes. Le Rwanda n'en a que 40 000. Nous ne sommes pas encore en guerre avec eux. Nous sommes en train de lutter contre le M23 et les autres groupes rebelles. Était-il nécessaire de faire cet appel à une sorte de mobilisation déguisée de la population comme si nous étions en sous-effectif par rapport aux belligérants? Je ne connais pas l'effectif du M23, mais voilà, je vous ai dit que le Rwanda est à 40 000 plus ou moins, nous sommes à 134 000. Fallait-il faire cet appel à la mobilisation générale? Je dis oui, mais il faut quand même qu'on nuance. Vous savez qu'en juillet 1994, juste après la prise du pouvoir à Kigali par le... Donc ils ont mis fin au génocide, oui, après avoir massacré... Les États-Unis ont signé un accord militaire pour la formation de soldats de l'armée patriotique rwandaise, comme ça s'appelait à l'époque. Donc le sang coulait encore dans les rues, oui, que les accords militaires se faisaient. Arrivé en juillet 1994, vous pouvez vérifier. Et à un moment donné, l'armée rwandaise avait atteint 50 000 hommes. Or, 50 000 hommes, pour les nourrir, pour les équiper, etc., c'était difficile pour un pays comme le Rwanda, dont l'essentiel de ses revenus venait de l'aide extérieure. Oui. Vous savez, il y a un petit détail ici. Lorsque le CNDP décide de ne pas rejoindre le gouvernement de transition, Laurent Kunda avait 4 000 hommes. Où est-ce qu'il a pu les avoir? Beaucoup d'experts disent que ce sont des démobilisés de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, ils avaient une combativité digne d'une armée, d'un État. Et nos militaires ont été taillés en pièces. Donc ce sont des hommes aguerris, très bien formés, bien équipés, disciplinés. Ces rébellions sont... Rébellion, c'est vraiment pas le mot. Insurgés, c'est pas non plus le mot. On dit mutins. Puisqu'ils sont soi-disant des forces de l'armée congolaises. Ce sont des démobilisés de l'armée rwandaise. Donc, les mouvements soi-disant rebelles sont devenus une sorte de... Qu'est-ce qu'on peut dire? Un endroit où l'armée rwandaise met ces démobilisés qui peuvent se faire payer là où ils sont plutôt que d'être à la charge de l'armée. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça vaut ce que ça vaut, mais alors je vous pose à vous la question, Pasteur Bobo. 134 000 hommes dans l'armée congolaise. Voilà. Juste 40 000 en Rwanda. Je vous laisse la parole. Oui. Mais d'abord, je peux répondre comme je l'ai dit, c'est sur les Rwandais. Laurent de Kabila avait dit que je vous dise dans quelle langue le président Kabila, qui nous a amené ces Rwandais-là. Vous voulez que je vous dise en quelle langue? Ce sont les Rwandais. C'est bien lui qui est venu avec eux. Hein? Mais oui. Pasteur Bobo, l'erreur que nous commettons, c'est de dire que c'est Laurent Désiré qui les a amenés. C'est eux qui l'ont amené. C'est eux qui ont eu. C'est ça. Mais quand vous parlez de l'armée, des nombres 130 000, 150 000, 200 000, j'ai toujours dit que moi je suis né dans un camp militaire, né au Kankolo. Ça, je me vends toujours. Maintenant, nous le savons tous. Oui, né au Kankolo. C'est pas les nombres des militaires qui comptent aujourd'hui. C'est pas le nombre. À l'époque, oui, dans les années 14-18, il fallait mettre beaucoup de militaires pour gagner une guerre. Mais aujourd'hui, avec des drones,
on peut s'équiper, avoir des drones, avoir des avions de guerre, avoir des choses, on peut gagner cette guerre. Il y a beaucoup de militaires congolais, oui, on peut recruter beaucoup. Moi, je suis d'accord qu'on puisse recruter, là, je suis d'accord. Parce qu'on met les jeunes dans l'esprit de guerre. Même s'ils ne seront pas directement au front, mais au moins le pays est mobilisé au lieu d'aller danser dans des concerts. Les concerts, on n'est pas contre, mais il faut voir. Donc 50 000 par rapport à leurs 50 000. Un peu moins de 50 000, on parle de 40, mais bon, peu importe, le rapport est là. Les Congolais doivent mettre des moyens pour s'équiper. C'est-à-dire Il faut de l'équipement militaire. On doit plus Des équiper avions. plutôt que d'augmenter le nombre de personnes. C'est pas le nombre. Augmenter, c'est toujours bon. Augmenter, former, j'ai vu, ils ont augmenté le budget par rapport à la défense, c'est bon, former, mais il faut des équipements. Monsieur Amba. Des hélicos de guerre, des avions de guerre, des drones, il faut acheter. Si les Rwandais voient tout cela, ils vont avoir peur, mais ce qui est plus important, il faut chasser tout, il faut les chasser, tous les militaires infiltrés là. J'ai vu un qui a quitté l'armée. Comment vous faites la guerre dans votre armée? Il y a des militaires de brassage, de mixage. Comment allez-vous gagner la guerre? C'est-à-dire des militaires d'autres pays. Non, pas d'autres pays, des Rwandais. Il n'y a pas d'Ougandais, il n'y a pas de Hutu ex-FDLR dans l'armée non plus. Les Rwandais qu'on a infiltrés, les Rwandais dans notre armée, ils sont officiers, ils ont des fonctions. Et vous croyez que parmi eux, il y a des officiers modèles ou des autres personnes? Non, il faut les chasser. Par exemple, les colonels qui viennent de quitter, il y a un colonel rwandais qui vient de quitter. Pourquoi ils quittent? Quand ils ont pris au tour, ils comprennent qu'ils ont besoin de lui. On lui dit, viens, les autres doivent rester infiltrés pour neutraliser l'armée congolaise, mais toi, viens nous appuyer. Donc, Monsieur Amba. diagnostic, si vous diagnostiquez mal, quel médicament allez-vous donner? Moi, quel médicament il faut d'abord diagnostiquer? Monsieur Amba. Alors, je voudrais compléter, Pasteur Bobo. Vous savez, à la fin des années 80, le président Mobutu avait requis les conseils du chef d'état-major des armées françaises. À l'époque, c'était le général Janou Lakaze. Oui. Le président lui a demandé comment faire pour redynamiser notre armée et tout ça. Et le général Janou Lakaze, ça a été publié notamment dans Jeune Afrique, lui a dit, ce qui fait la force d'une armée, ce n'est pas seulement le nombre des hommes sous le drapeau. C'est d'abord la puissance de feu, comme Pasteur Bobo a dit. Et il avait estimé que notre pays pouvait bien s'en sortir avec 50 000 hommes, bien entraînés, bien équipés, bien entretenus, etc. Mais moderniser l'équipement de l'armée, la puissance de feu. Regardez aujourd'hui avec des obus lance-roquettes, lance-roquettes César, qui lancent des roquettes à 40 km, ou les HIMARS américains, oui. Ça atteint dans les 140-180 km. Donc vous pouvez avoir 10 000 hommes, 50 000 hommes, mais s'ils n'ont pas l'équipement nécessaire, c'est rien. Et à propos du chiffre, les effectifs là, mais c'est qui? Les gens qui composent les 130 ou 140 000 là. Il y a des anciens maïmaï, parce qu'on a signé des accords de paix dans le cas du mixage. Il y a des maïmaï, il y a des anciens bandes armées de l'Ituri, hein, les gens qui étaient avec Thomas Banga, qui ont rejoint l'armée. Donc il y a des gens qui n'ont aucune formation et comme vous disiez l'autre fois, ils ne savent que manier l'arme, c'est-à-dire appuyer sur la gâchette. Voilà, alors, on va commencer à chuter tout doucement. Qu'est-ce à dire après ce diagnostic, après cet état des faits? Si au niveau diplomatique, nous ne pouvons pas aller plus loin et qu'il faut passer au niveau militaire, et le pasteur Bobo le disait ici, il serait d'abord temps d'équiper, de former, d'équiper, et de consolider une armée, ce que vous avez, M. Amba, toujours dit ici, de reformer une armée pour avoir le respect vis-à-vis de nos voisins et surtout pour pouvoir préserver l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté.
Ne faut-il pas, au moment où nous parlons, changer de cap, et c'est-à-dire arrêter le conflit armé, prendre une pause et se préparer en formant l'armée, avoir de la résilience, accepter que nous avons perdu cette bataille, mais que nous finirons par gagner la guerre. Pasteur Bobo. Pour le département, on a dit que les Congos n'ont pas d'amis. On voit l'Ukraine fait la guerre, mais il y a des pays qui les soutiennent. Oui. La Russie aussi fait la guerre, il y a d'autres pays qui les soutiennent. Mais non, quel pays? On a des drones de Turquie, j'ai cru comprendre. Non, quel pays nous soutient aujourd'hui officiellement? Quel pays? Donc, moi, j'aurais bien voulu voir l'Angola. Par exemple, j'ai dit l'Angola, d'autres pays nous soutiennent militairement. On peut négocier. Mais on voit, c'est clairement que le Rwanda est aidé par l'Ouganda. L'Ouganda aide le Rwanda. Parce que le Rwanda peut faire la guerre avec le Congo. Tout à fait. Le Rwanda, c'est possible. Donc, les Rwandais peuvent faire la guerre. Ils ont l'appui. Le gouvernement a cherché. Bon, si vous suivez Tshisekedi dans son discours, Donc le président Tshisekedi. dernier discours, quand vous le suivez, vous comprenez qu'il est déçu aussi par rapport à l'Ouganda. Il commence par dire que j'ai pris le pouvoir, j'ai ouvert avec l'Ouganda. Avec quasiment tous les j'ai fait, et puis avec les Rwanda, directement, avec les Rwanda, il dénonce. Avec l'Ouganda, il n'a pas voulu. Mais on sait que l'Ouganda. Pour vous, l'Ouganda, c'est le backup du Rwanda. Pour moi, même le gouvernement fait des recherches, le gouvernement vérifie. Tout à fait. Donc, ils savent qu'il y a un problème. Pour vous compléter, il semblerait d'ailleurs que les bataillons ougandais qui sont sur le territoire de la République démocratique du Congo repoussent les ADF, mais à l'intérieur du Congo. Ils ne cherchent pas à les capturer ni à faire quoi que ce soit, mais ils les repoussent à l'intérieur du Congo. Mais, il faut que les ADF restent là-bas pour que ça continue. Ils ont les deux pays ont leur projet. Donc, je crois que les gouvernements qu'on n'ait pas honte de chercher d'autres pays, l'Angola, ou Zimbabwe. Mais on continue le conflit armé tout en cherchant des appuis où on fait une pause, donc on négocie, cesser le feu, etc. Le temps de se retourner, de reprendre des forces. Faire une pause, donc laisser Boulanga, Kiwanja, Rutshuru, de la demander. Donc votre souci, ça serait qu'on puisse soutenir, trouver des alliés pour continuer la guerre et bouter dehors, entre guillemets. Il faut faire comme les Rwandais et les Ougandais, il faut talk and fight. Donc, vous discutez, vous parlez et vous vous battez. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais sur le terrain militaire, nous perdons. Il faut continuer, talk and fight. Nous nous battons. Est-ce qu'on n'aura pas plus à perdre en continuant dans cette vision? Monsieur Amba, qu'en pensez-vous? On continue à se battre alors que nous perdons. On peut passer la guerre. Pour ne pas perdre la face, on va perdre la guerre. On peut perdre aujourd'hui et gagner demain. C'est la guerre. Négocions. Le coût financier, le coût humain. Mais même si vous négociez, ça parle, Kiwa, Boulangana, Kiwanja, Rutshuru, demain il peut prendre Goma directement, parce que Goma c'est proche de Rwanda. Effectivement, les forces armées de la République démocratique du Congo essaient de résister au niveau de la route nationale 2 pour empêcher qu'on arrive jusqu'à Goma. Quelqu'un a dit si les Rwandais nous attaquent par Boulangana, quelqu'un a dit ça, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas nous aussi, on peut les attaquer par le Burundi, ou par les Nobuka ou quoi. On est proche. Ouais. Les jours où les Rwandais vont sentir que les Congo les bousculent, ils auront peur. Nous rappelons que Bunagana est à la frontière avec l'Ouganda et pas avec le Rwanda. Mais ce sont les troupes rwandaises qui sont là. Donc il y a certainement une connivence. Monsieur Amba, avant d'aller vers la fin. Je voulais vous dire quelque chose ici qui montre la duplicité de la communauté internationale. C'est très bien puisque c'est sur ce point-là que nous allons... Oui. Dans une interview à Jeune Afrique, c'était Jeune Afrique numéro 2410, 2410, du 18 au 24 mars 2007, M. Aldo Ayero, à l'époque envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, il a dit ceci. C'était suite à une rencontre entre Kabila, Joseph, et Kagame à Dar es Salaam. Il dit, Kabila et Kagame se sont rencontrés longuement. Kabila, Joseph, s'est engagé à prendre en compte les intérêts vitaux du Rwanda. Depuis lors, tout va bien. Les intérêts vitaux du Rwanda. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que depuis la guerre de la FDL,
quand il y a eu rupture en 98, le Rwanda et l'Ouganda ont occupé tout l'Est, donc les deux provinces du Kivu et le district de Ituri qui est devenu une province. De 98 à 2005, après les accords, après l'institution d'un gouvernement de transition, on leur a demandé de quitter. Mais ils ont gardé un droit de pillage sur nos ressources. Donc c'est ça qu'ils appellent les intérêts vitaux du Rwanda. Et moi j'ai le sentiment, je peux me tromper, que l'état de siège a bousculé certainement certains droits mal acquis du Rwanda ou de l'Ouganda dans les trois provinces, enfin dans les deux provinces Nord Kivu et Ituri. Et n'oublions pas que le Rwanda a toujours dit que son objectif est de mettre à Kinshasa un régime ami. Donc un régime, un homme riche quoi, qui laisse le Rwanda piller, qui laisse l'Ouganda se servir. Donc voilà un peu. Voilà, dans cette guerre asymétrique ou conflit asymétrique, peut-être il serait bon maintenant d'utiliser les mêmes méthodes que les protagonistes ou les adversaires. Et le Congo aussi peut être un président ami à Kigali ou à Kampala. Vous lisez dans les pensées, Pasteur Bobo, il faut commencer aussi à déstabiliser, c'est de bonnes guerres, hein, déstabiliser le Rwanda ou l'Ouganda, essayer de trouver des manières. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres hybrides. On ne se bat pas seulement sur le terrain, au niveau diplomatique, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la politique interne des autres pays. C'est de bonnes guerres, les écoutes téléphoniques, on fait comme ça. C'est ainsi, c'est la guerre. On va chuter, on va terminer par la communauté internationale. L'humanité est dans une phase de transition technologique, écologique. On va quitter les hydrocarbures pour passer aux énergies renouvelables. Le Rwanda à une usine d'une marque automobile allemande qui assemble sur place. Nous avons les matières premières qui servent aux batteries électriques, etc. L'Ouganda, de son côté, avec une compagnie française pétrolière, mais maintenant on ne dit plus pétrolière, mais une compagnie énergéticienne ou quelque chose comme ça, on ne dit plus pétrolier, mais une compagnie d'énergie, est en train de préparer une exploitation au niveau de l'Ouganda, et évidemment, il y a toujours la République démocratique du Congo qui est à côté. Est-ce que nous ne sommes pas là, en fait, la pomme de discorde où nous sommes tous en train d'être tiraillés, parce que, comme le disait Biden en avril, je pense 2021 peut-être, qu'il y a une compétition qui est en cours, une compétition de l'humanité pour gagner le 21e siècle. Les grands rivaux des États-Unis, avant tout, c'est la Chine, et puis tous ceux qui pourraient leur porter ombrage, que ce soit la Russie. Est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas cet enjeu de l'humanité pour le moment? Est-ce que tout ce que nous voyons là, qui dure depuis quelque temps déjà, ne tourne pas autour de cette bascule technologique, industrielle qui est en train de se faire? Qu'en pensez-vous, Pasteur Bobo? Oui et non. Oui, les Congo a des minéraux de l'avenir. Maintenant, pourquoi il y a un petit pays, c'est le Rwanda, qui nous maltraite, qui nous malmène, qui nous font la guerre? Ça, je dirais non. Et puis avec la complicité des Congolais, on est complices de tout cela. C'est vrai que tous les minéraux de l'avenir, c'est les Congos. Mais quand est-ce que nous-mêmes Congolais, nous allons nous asseoir, commencer à réfléchir par rapport à tout ce que Dieu nous a gâté, nous a donné, ou la nature. J'aime le terme que vous avez employé, gâté. Je crois qu'on en a de trop. On est devenu vraiment... Commençons à réfléchir, à voir. Monsieur Lamba? Moi, ce que je dirais, c'est avec un peu de tristesse, c'est qu'on ne sent pas un rassemblement du personnel politique autour du chef de l'État. Hormis, comme a dit Cornelis Landou, les membres de l'Union sacrée, on ne sent pas les autres leaders politiques, Moïse Katumbi, Matata Pogno, je ne sais pas si on peut citer Mukwege qui ne s'est pas encore déclaré. On ne sent pas un rassemblement. Il y a même des gens qui osent dire
que Félix Tshisekedi devrait envoyer d'abord ses enfants à la guerre au lieu de chercher à enrôler les enfants d'autrui. C'est vrai que dans d'autres pays, on voit ce qu'on appelle le rally around the flag. Quand il y a une situation de guerre ou d'imminence, de perturbation de l'État, on se calme, on oublie les différents politiques et on se retrouve autour du président de la République. Dans la diaspora, au pays, beaucoup de gens ne savent pas faire la différence entre nos problèmes internes, entre nous. On peut se chamailler, se bagarrer, c'est notre pays, à tous. Et quand ça touche le pays, quand on dit c'est la question que j'avais posée à Fayolo, d'abord, c'est une question patriotique. Et quand est-ce que toi, vous, Fayolo et Tshisekedi, vous allez vous asseoir au-delà des tours d'élection, non, au-delà, parler Congo, pendant que le pays est menacé. Parce que quel que soit le président, même si tout ce qui critique là, même si vous devenez président, en face de vous, vous aurez Kagame et les Rwanda et le Rwanda. Donc il faut commencer à penser autrement. Et puis les réseaux sociaux, c'est des gens qui postent, ça peut être M23, ils chantent des noms, tu vois des commentaires, les gens qui attaquent, mais c'est des Rwandais. Monsieur Amba, et puis nous allons clôturer. Moi, je suis contre la violence, mais force est de constater que dans nos rapports avec le Rwanda, le risque est grand qu'il n'y ait pas de paix sans guerre. Aujourd'hui, le Congo doit, en quelque sorte, restaurer sa respectabilité. Non seulement vis-à-vis du Rwanda, mais aussi vis-à-vis de la sous-région de l'Afrique centrale. Merci, M. Amba. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission de ce jour. Le diagnostic est là. Nous avons dans notre armée des troupes étrangères qui ont infiltré, qui composent notre armée. Ça dénote le problème que nous avons toujours soulevé ici, celui du recensement, de savoir qui est qui, de retrouver les origines des gens, d'une administration forte. Nous avons une armée qui est fragile. Ça démontre d'une fois de plus que nous avons besoin d'avoir une armée qui est refondée, assainie, restructurée. Nous espérons que les dirigeants de la République démocratique du Congo, leur chef d'État en tête, par toutes les mises en place qui ont été faites à l'état-major général, le recensement qui est en cours, tout ce qui est en train de se faire puisse vraiment prendre de l'élan, qu'on puisse se concentrer sur ça pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons à revivre les mêmes affres, les mêmes problèmes. Pour le moment, essayons de trouver une solution. Nous sommes en infériorité de feu par rapport à nos adversaires. Nous allons voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a des élections aux États-Unis pour le moment, c'est calme plat. On va voir. Et puis, on attend que les troupes kenyanes arrivent. S'ils vont passer de l'Ouganda pour entrer en Bunagana, on verra ce qui va se passer. Et nous serons là pour en parler. Et avant de finir, on va laisser le pasteur Bobo dire un dernier mot avant de clôturer. Quand vous avez les troupes kenyanes, qui va payer? Ça, on n'en a pas parlé. C'est les Congos qui vont payer. J'ai suivi. On doit toujours payer la peine des troupes. L'argent est déjà là pour payer, nous laisser tout plein de venir parce qu'il n'aime pas avoir l'argent. Maintenant, Nicolas Kazadi, notre ministre des Finances, a mobilisé assez d'argent. L'argent pour pouvoir faire des routes, des écoles, des machins. On pouvait juste reformer l'armée. C'est pour ça que je dis peut-être. On a mobilisé assez d'argent pour payer les Kenyans, les Ougandais. C'est pour ça que je dis, ça c'est mon point de vue stricto, vraiment personnel. Il serait peut-être temps de s'arrêter. On est en train. Ça nous surcoûte de s'engager dans la voie militaire. Épuisons les voies diplomatiques, arrêtons-nous là et essayons de nous reformer, mais ça n'engage que moi. Merci à vous, soyez en paix chez vous, en espérant qu'on va avoir la paix dans toute la République et qu'en décembre de l'année prochaine, nous aurons des élections pour revitaliser notre classe politique. Merci et à bientôt.